Bonjour à tous, bienvenue sur Éducation Finance. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui a multiplié son prix par 500 sur les 10 dernières années et qui, selon certains, aurait encore un potentiel phénoménal. Investir en Bitcoin est aujourd'hui très simple puisqu'il est même possible de le faire en bourse via votre compte titre, sans wallet, sans phrase de récupération et avec la protection des régulateurs européens. Ce sont une fois de plus les ETF, ou plutôt les ETP, qui vont vous permettre d'investir de la sorte et d'obtenir très simplement la performance du Bitcoin à la hausse comme à la baisse, de manière passive, transparente et à faible frais. C'est ainsi que cet ETP Bitcoin coté à la bourse de Paris a gagné près de 2500% depuis février 2019. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ces dernières années, l'offre d'ETP s'est considérablement étoffée puisqu'il existe aujourd'hui 188 ETP sur cryptoactifs cotés en Europe, vous permettant d'investir sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana ou encore le XRP. Acheter un ETP crypto est très simple, il suffit de passer un ordre de bourse exactement comme vous le feriez pour acheter une action LVMH ou un ETF S&P 500 par exemple. Les ETP sont donc un moyen simple et efficace d'obtenir la performance du marché des cryptoactifs. Mais cela soulève peut-être des questions légitimes de votre part. Comment fonctionne un ETP crypto? Détient-il véritablement les cryptoactifs dans lesquels vous souhaitez investir? Ou encore, qui contrôle la sécurité de ce type de placement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le détail grâce à l'expertise de Quentin Barou, membre de 21 Shares, l'un des plus gros émetteurs d'ETP sur cryptoactifs en Europe, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger récemment. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Bonjour à tous et bonjour à Quentin, je suis absolument ravi que tu sois à mes côtés aujourd'hui pour parler à ma communauté des possibilités d'investir en cryptoactifs directement en bourse via ce qu'on appelle des ETP. Et puisque tu connais très bien le sujet, est-ce que tu pourrais peut-être commencer la vidéo en te présentant et en nous présentant les possibilités qui existent concrètement aujourd'hui pour le particulier d'investir en cryptoactifs directement en bourse? Merci Christophe pour ton invitation, je suis très content d'être là. Donc Quentin Barou, je suis diplômé de 2 masters en finance à Paris, à la Sorbonne. Je travaille actuellement en Suisse, donc pour 21 Shares depuis octobre 2023, dans l'équipe distribution, et donc je couvre les marchés francophones, donc à savoir la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse romande. Donc 21 Shares, c'est un émetteur suisse, donc de tracker crypto, qui a environ à aujourd'hui 10 milliards d'encours en dollars sur une cinquantaine de produits. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'ETF Bitcoin spot américain, depuis leur lancement en juillet 2024 en grande pompe. Mais en fait, l'Europe, elle n'a pas vraiment à rougir, car en fait, elle est très en avance sur ces sujets avec ce qu'on appelle les Exchange Traded Products, que tu as mentionné, qui en fait ont commencé à être listés dès 2018, donc c'est il y a plus de 7 ans. C'est des instruments financiers qui sont 100% collatéralisés par le ou les cryptoactifs sous-jacents, et donc ils vont traquer les variations à la hausse comme à la baisse en fait des différents tokens, et donc ça permet d'avoir une exposition à un ou plusieurs cryptoactifs via un titre coté en bourse et de loger à la même enseigne que ses actions, ses obligations, ses ETF. Et en termes de taille, en juin 2025, on cotait à peu près des encours autour des 16,6 milliards pour les ETP européens, avec 188 ETP, via une grosse dizaine d'émetteurs environ. Donc on a d'un côté les Américains qui ont du Bitcoin et des Ethereum depuis janvier 2024, et l'Europe, quant à elle, en fait, elle a 54 sous-jacents uniques et une trentaine de paniers crypto dont les premiers ont été lancés, comme je le disais, en 2018. Ouais, ok. C'est très intéressant hein, parce qu'on avait parlé pas mal dans la presse des ETF Bitcoin aux États-Unis, ça avait fait pas mal de bruit. Mais en réalité, comme tu dis, en Europe, ça fait déjà bien plus longtemps en fait que l'investisseur peut investir dans de la crypto via ces actifs-là, sauf qu'on va peut-être pas utiliser le mot ETF, mais plutôt le mot ETP. On va pouvoir un petit peu expliquer ça plus loin dans la vidéo. C'est un petit peu la nuance, mais en fait, l'investisseur européen, entre guillemets, était mieux placé déjà que l'investisseur américain pour investir en crypto en fait. Absolument. Mais je pense que tout repose sur cette question d'éducation financière. Alors il y a un gros travail qui est fait par justement des créateurs de contenu comme toi qui essaient de euh, vraiment décrire comment fonctionnent ces marchés financiers, comment fonctionnent les produits financiers, parce que les Américains sont très en avance là-dessus, les Européens tardent un petit peu, mais il y a énormément de contenu
qui voient le jour aujourd'hui et qui permettent à des Européens de comprendre comment fonctionne un ETF, de la crypto, des obligations. Et je pense que c'est un vrai plus et on va arriver à rattraper notre retard par rapport aux Américains et donc investir, que ce soit pour notre retraite, pour diversifier notre patrimoine justement en bourse. Ok, parfait. Si on parle donc des ETP, tu as fait un petit peu le bilan, on va dire, de l'état du marché actuellement. Euh, c'est quoi le plus gros ETP crypto en Europe? J'imagine que ça doit être un ETP sur le Bitcoin. Donc il y a plus ou moins tu sais plus ou moins quel montant est investi dans le plus gros ETP? Alors, le plus gros ETP Bitcoin, à peu près à début juin 2025, il doit être autour du 1,4 milliard, 1,5 milliard. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émetteurs européens qui ont du Bitcoin, mais c'est plus rare d'avoir d'autres tokens alternatifs, que ce soit le XRP, le Solana, le SUI, là où 21 Shares est vraiment en avance sur cette partie euh, autres tokens, donc les altcoins, donc tous les tokens autres que justement du Bitcoin. Parfait. Bah écoute, moi je suis curieux de savoir en fait comment ça fonctionne dans la pratique, parce qu'en réalité on parle de plus en plus d'ETF et heureusement, mais c'est vrai que les ETP sont quand même moins connus. C'est l'objectif du coup de notre échange. Ce que je te propose, c'est peut-être de prendre un exemple, on va dire fictif, c'est-à-dire si vous deviez émettre un nouvel ETP Bitcoin aujourd'hui, en fait, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez créer une société qui va émettre des parts? Pourquoi est-ce que ça s'appelle pas un ETF? Donc, quelle est la différence avec un ETF classique que les gens peuvent connaître? Et en fait, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez créer une filiale de votre société pour émettre des parts ou comment est-ce que ça va se passer concrètement? Alors concrètement, quand on va décider de lancer par exemple un nouvel ETP sur, mettons, du Bitcoin, on va prendre chez 21 Shares une société qui s'appelle un SPV, donc qui va émettre justement un nouveau produit donc sur du Bitcoin. On va décider de créer des portefeuilles, donc des wallets, via des dépositaires indépendants avec qui on travaille. Et donc tout ça va être mis en gage au profit de ce qu'on appelle un collateral agent, donc un agent de garantie. Par contre, il n'y a pas de mélange justement entre les différents actifs de l'ETP. Si par exemple on fait un ETP sur le Bitcoin, un ETP sur le Solana, un ETP sur le Ripple, on ne peut pas justement interchanger les tokens. Donc c'est vraiment chacun est ségrégué et donc chaque sous-jacent, il aura au minimum 3 wallets différents. Pourquoi on appelle ça un ETP? Tout simplement parce que, et pas un ETF, tout simplement parce que l'Europe a ce qu'on appelle une réglementation UCITS, donc au PCVM pour les titres type ETF. Et donc il y a des questions de diversification, de transparence, de documents justement à transmettre. Et aujourd'hui, les crypto-actifs ne sont pas éligibles, selon l'ESMA, donc l'organisme européen de régulation des marchés financiers, ne sont pas les éligibles justement aux critères UCITS. C'est pour ça qu'on les place dans une autre catégorie, qui sont les catégories ETN, Exchange Traded Notes, et ETC, Exchange Traded Commodities. Et selon les pays, justement, on va appeler ça un ETP en Suisse, qui ne fait pas de différence entre ETN et ETC. Certains autres pays vont appeler ça un ETN 100% collatéralisé, ce qui fait que pour un investisseur particulier, il peut se perdre un petit peu dans ce jargon. Donc je pense que c'est important de revenir un petit peu sur les définitions, et il me semble qu'on va y revenir un peu plus tard dans notre échange. Ouais, exactement. Mais du coup, concrètement, si vous lancez un ETP Bitcoin et que moi j'ai envie d'acheter pour 1000 euros, je vous envoie 1000 euros, est-ce que concrètement vous allez investir les 1000 euros dans du Bitcoin et donc il y aura bien 1000 euros de Bitcoin dans la contrepartie de ce que j'ai acheté, j'ai envie de dire. Alors je pense qu'il faut revenir un peu sur le côté fondamental où on n'est pas une banque, on n'est pas une plateforme, donc on ne peut pas recevoir purement de l'argent ou de la crypto justement dans nos comptes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment fonctionne un ETP, et on peut même prendre l'extension de la fonctionnement des ETF de manière générale en Europe, c'est qu'il y a deux marchés. D'un côté un marché primaire et un marché secondaire. Sur le marché secondaire, donc les particuliers comme toi et moi et les professionnels, ils vont placer des ordres via leur banque ou via leur courtier broker. Plusieurs teneurs de marché, en fait, ils vont faire en sorte que le produit soit le plus liquide possible et donc que toi, en tant qu'acheteur, tu trouves un vendeur et que tu aies une autre contrepartie en face de toi. Ces teneurs de marché, ils font ce lien entre ce marché primaire et ce marché secondaire. Et donc, sur le marché primaire, en fait, seule une poignée d'acteurs, qui sont appelés des participants autorisés, ils ont le droit de créer et de faire des rédemptions de parts. Et donc, ces opérations, ils vont les réaliser en fonction des demandes du teneur du marché. Si par exemple, toi, tu as beaucoup
envie d'acheter justement un ETP crypto et qu'il y a très peu d'offres disponibles sur le marché, dans le carnet d'ordre, alors le teneur de marché va demander aux participants autorisés de créer des parts. C'est donc ce dernier qui va apporter une valeur en euros, en dollars ou en crypto et qui va les envoyer directement au dépositaire. Une fois que le dépositaire l'a reçu, c'est là où on va pouvoir émettre les parts. Et donc ces parts vont être transmises au teneur de marché qui va te les transmettre justement à toi pour que tu aies justement ta collatéralisation à 100% et que tu aies une part est égale à une fraction justement de crypto et ça va être livré justement et donc tu auras un titre ETP disponible via ton broker. Ok, c'est ça. Donc en fait, moi j'ai cet actif, mais en contrepartie, moi je sais qu'il y a la même valeur en euros de la crypto-monnaie que j'ai choisie. Si j'ai choisi du Bitcoin, je sais qu'il y a des Bitcoins pour autant au sein de l'actif en fait de l'ETP dont j'ai des parts. C'est ça. Ok. Euh, et du coup, est-ce que j'ai, comme avec un ETF, un titre de propriété ou est-ce que on a donc ce qu'on appelle les ETN, les Exchange Traded Notes? Est-ce que j'ai une créance sur cette société ou est-ce que j'ai un titre de propriété? Alors, les ETF seront bien des titres de propriété, comme tu l'as dit. Par contre, les ETN, ETC ou ETP crypto seront des titres de créance. Donc, ça va être de la dette senior, où il n'y a pas d'intérêt dessus. Et donc, dans certains cas, ça va être 100% collatéralisé. Ok, donc en fait, cette dette, la particularité par rapport à une dette comme les gens peuvent connaître, un crédit immobilier ou ce genre de choses, c'est qu'en fait, la valeur de ta dette va évoluer en fonction de l'évolution du prix du Bitcoin. C'est-à-dire que si j'ai prêté 100 mais que le Bitcoin tombe à 80, ben, ma dette ne vaut plus que 80 et je ne peux que réclamer 80. Et comme tu dis, ça porte pas intérêt. Donc en fait, c'est une dette, mais ça fonctionne du coup différemment de ce qu'on a peut-être l'habitude de connaître, quoi. C'est ça, en fait, ça va varier à la hausse, mais aussi à la baisse. Donc, c'est vraiment un produit qui va traquer le sous-jacent. Et donc, si le Bitcoin prend 100% de performance, ben, le TP va prendre 100%, moins justement ces frais de gestion qui peuvent prendre justement sur un an. Ok, et les frais de gestion, j'ai cru observer qu'ils étaient quand même à la baisse ces dernières années. On est plus ou moins dans quelle tranche de frais de gestion annuels? Alors, on a fait des calculs, on a regardé un petit peu au niveau des 188 ETP qui sont disponibles sur le marché européen, et on est à peu près à une moyenne autour des 1,3-1,4% de frais de gestion par an, justement sur ce genre de produit. Bien sûr, quand il y a une grosse demande, par exemple sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum ou du Solana, les produits sont beaucoup moins chers en termes de frais, puisque bien sûr, il y a une compétition entre beaucoup d'émetteurs, là où elle sera un peu moins développée avec des tokens un peu moins connus, mais c'est aussi parce qu'il faut justement avoir tout l'aval des teneurs de marché, des participants autorisés, euh, des dépositaires pour justement lister des nouveaux tokens. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Là où le Bitcoin, on a énormément de dépositaires qui sont capables justement de faire cela et à des prix très attractifs. Parfait, si on revient à l'exemple, il y a quand même quelque chose que tu as dit sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde. Tu dis, tiens, il est collatéralisé. Et ça, c'est un terme qu'on retrouve effectivement sur les sites des émetteurs, aussi bien des ETP crypto que même sur des ETC, par exemple sur l'or ou ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on entend exactement par collatéraliser? Parce que dans ma tête, un collatéral, c'est un gage, c'est une sûreté, donc il y a une notion un petit peu juridique derrière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce cas-ci, en fait? Alors en fait, chaque ETP européen, donc on va prendre ce 21 shares, ils ont ce qu'on appelle un coin entitlement. C'est globalement une fraction ou bien un multiple d'une crypto qui est défini lors du lancement du produit et qui va varier justement en fonction des rendements issus du staking, en fonction des frais de gestion. Et donc ça va permettre de déterminer le prix d'une part. Donc par exemple, si on se dit qu'un ETP, une part de TP Bitcoin est égale à 0,01 Bitcoin, en multipliant le prix du Bitcoin par ce qu'on appelle le coin entitlement, en fait on va obtenir le prix d'une part. C'est pour ça qu'en fait, on voit des parts qui représentent des ETP Bitcoin, mais qui sont entre 15 et une centaine d'euros. Ce qui fait que pour un particulier, c'est extrêmement accessible. Et donc, afin d'avoir un ETP qui est 100% collatéralisé, l'émetteur il va s'engager à ce que pour chaque part émise d'ETP, il y ait de l'autre côté la valeur exacte en Bitcoin qui soit gérée par des dépositaires qui vont détenir justement ces tokens et ces coins. Ok, mais donc ça je comprends, mais en quoi est-ce que c'est collatéralisé? C'est plus une vue de l'esprit de se dire, bah tiens, pour chaque euro, il y a un euro de Bitcoin, c'est ça qu'on entend en fait?
C'est un peu ça, si on prend une part qui est égale à 20 euros, en fait, on sait qu'on a 20 euros de valeur de Bitcoin qui est collatéralisée et donc gérée justement par un dépositaire indépendant. Ouais, c'est ça. Donc en fait, comme pour faire le parallèle avec le marché des ETF, les gestionnaires d'ETF utilisent un dépositaire tiers pour garder les titres. Ici, c'est le cas aussi en fait. Donc les titres ne sont pas gardés chez 21 Shares pour ainsi dire. Ah, absolument, parce qu'en fait, comme c'est des instruments financiers, les encours de ces produits doivent être absolument ségrégés de l'émetteur. Donc ça compte pour tous les émetteurs d'ETP ou les émetteurs d'ETF en Europe, donc comme des grands noms comme Amundi. Donc en fait, on va utiliser des dépositaires qui sont indépendants, pour en nommer quelques-uns, Coinbase Trust, Copper, Zodia, qui sont spécialisés justement dans la crypto, afin de diversifier les risques. Et on va, comme je l'ai dit au début, on va faire le choix d'avoir minimum 3 wallets par sous-jacent. Donc si par exemple on prend un panier de 5 cryptos, on va avoir 15, au minimum 15 wallets différents afin de diversifier les risques. Et donc le but, c'est de choisir les meilleurs dépositaires. Et donc ils ont tous un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec énormément d'assurance derrière. Donc est-ce que je comprends bien? Ça veut dire que par exemple, si on revient à un ETP Bitcoin, en fait, les Bitcoins vont être détenus chez trois dépositaires différents. Alors ça va dépendre de chaque produit. Et donc ça va être écrit justement dans la fiche d'information, la fact sheet qu'on appelle du produit. Et il va y avoir écrit que les bitcoins sont gérés justement par un ou plusieurs dépositaires. Forcément, on a plusieurs dépositaires pour une question de gestion de risque, mais aussi parce que certains dépositaires font des petits tokens que d'autres ne font pas. Et comme nous, on propose la plus large gamme au monde avec plus de 35 tokens uniques, eh ben, il faut absolument que si on lance un ETP, qu'il soit capable justement de pouvoir le gérer en tant que dépositaire. Ok. Et alors si je m'imagine, parce qu'en termes de sécurité, on sait que il y a déjà eu des vols de crypto sur certaines plateformes, il y a eu FTX, ce genre de cas-là. Donc en fait, il y a quand même cette notion de sécurité qui est très importante. On sait que lié au Bitcoin, tu as ta clé privée et que donc si tu la perds, tu perds l'accès à tes actifs. Comment est-ce que ça se passe lorsque on est à l'échelle d'un ETP où les montants investis sont importants, où c'est tenu chez des tiers dépositaires? Comment est-ce qu'en fait les clés sont sécurisées et qu'on se dit tiens, il n'y a pas un employé qui travaille chez le dépositaire qui en fait a une vue sur les clés et qui pourrait les utiliser quoi. Alors en fait, chaque dépositaire avec qui on travaille, ils ont ce qu'on appelle une police d'assurance qui va offrir une couverture complète, donc que ce soit les risques liés au stockage, le vol par justement les employés, que ce soit les délits informatiques commis par des tiers comme du hack, mais aussi la perte, l'endommagement des actifs sur place et même ceux qui sont en transit. Et donc ça comprend également ce qu'on appelle une protection contre la collusion ou la fraude des employés. Et donc, on a aussi sur la vulnérabilité des hot wallets, on a également sur les pertes dues aux failles de sécurité ou au piratage, les transferts frauduleux, la perte ou le vol physique. Donc ça, c'est énormément de sécurité et d'assurance qu'il y a justement derrière ces dépositaires. On les a choisis pour ça, puisqu'il y a un gros processus de ce qu'on appelle une due diligence, où on va regarder justement quelles sont les garanties, quelles sont les assurances apportées par ce dépositaire. Parce que quand on gère, par exemple, aujourd'hui 10 milliards d'encours, on veut travailler avec les meilleurs et on choisit justement les meilleurs. Et le système qu'on va utiliser, c'est un système qui s'appelle le multisig. Donc c'est plusieurs contreparties qui vont avoir une partie des clés, ce qui fait que tous les acteurs doivent être impliqués et pour confirmer les mouvements de crypto, donc par exemple des transactions d'un point A vers un point B. Ok, donc en fait, si tu as une clé privée, en gros, on donne un tiers de chaque clé aux trois personnes, aux trois institutions différentes, et que ensemble, elles peuvent effectivement récupérer la clé complète, c'est ça en fait. C'est ça, et de manière générale, tout est transparent sur la blockchain. Donc s'il y a un transfert de fonds qui est inhabituel, c'est quelque chose qui va être vu extrêmement rapidement. Et puis de manière générale, en fait, chaque, par exemple, participant autorisé, quand ils font des créations et des rédemptions de parts sur le marché primaire, ils ont leur propre clé. C'est-à-dire que si nous on voit une adresse avec beaucoup de caractères, etc., alphanumériques, qui envoie justement l'équivalent de 1 million de dollars en Bitcoin vers notre custodian, on sait exactement que c'est telle contrepartie
tel participant autorisé qui l'envoie. Donc ce qui fait qu'on peut avoir un très bon suivi derrière. Et donc s'il y a une demande, par exemple, d'envoi, de rédemption, il faut que toutes les contreparties soient d'accord pour pouvoir envoyer justement ces tokens à ces plateformes-là. Ok, très clair. Et on est d'accord que, évidemment, les cryptos sont stockés à froid, comme on dit, donc c'est pas stocké à chaud sur le réseau, quoi. Oui, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais les cryptos, enfin les clés des cryptos sont justement stockées sur ce qu'on appelle des cold wallets. Donc c'est des stockages hors ligne qui ne sont pas connectés à Internet, à la différence des hot wallets qui eux sont justement connectés en ligne et c'est ceux-là qui font l'objet de nombreux hacks. Il y avait eu Bybit justement au début d'année 2025. Il y en a de manière assez récurrente, c'est que justement comme ils sont sur un cloud, sur un hot wallet, bah, c'est très facile de les hacker. Et donc c'est là où pour les ETP, il y a eu ce choix de le faire sur un cold wallet. Il n'y a aucun moment justement, c'est sur un hot wallet. Ça reste toujours sur un cold wallet. Et ça, c'est le plus important justement pour assurer une transparence et une sécurité sur les ETP. Ok, donc en fait, si je fais la synthèse, on a quelque part les actifs qui sont stockés à froid, on a cette division en trois des clés privées qui permettent d'ajouter une couche de sécurité. On a une assurance qui couvre quel montant d'ailleurs? Ça couvre 100% de la valeur des actifs qu'il y a dans le TP? Oui, c'est ça, ça couvre 100% de la valeur des actifs qu'il y a. Après, forcément, ça va couvrir un bitcoin pour un bitcoin, mais si le bitcoin s'effondre de 95%, globalement, on va avoir justement une valeur résiduelle qui va être assurée. Ok, donc ça c'est logique évidemment. L'investisseur est couvert pour la valeur de son placement, quoi. Et en fait, en dernière couche, je dirais, j'imagine que il y a une supervision et une régulation des activités que vous avez au niveau des ETP et que donc vous avez encore des contrôles qui s'assurent que vous respectez bien toutes ces règles-là. Ah, absolument. Globalement, d'un côté, on va avoir les dépositaires, donc qui eux sont enregistrés, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suisse, que ce soit en Irlande pour Coinbase, Copper, Zodia. Et donc eux ont tous les contrôles de sécurité, ils ont tous les contrôles d'audit. Donc ils sont audités plusieurs fois justement par des entités externes pour être sûr qu'ils gèrent bien justement ces tokens. Nous d'un autre côté on va, comme je le disais avant, faire une due diligence très poussée pour être sûr de savoir si on va travailler justement avec tel et tel dépositaire. Et puis après, au niveau des émetteurs, je ferai un peu une différence entre deux types d'émetteurs. D'un côté un émetteur d'ETF et d'un autre côté un émetteur d'ETP. Donc si je prends l'exemple d'un émetteur d'ETF, comme on émet un fonds et non un produit, en fait il est nécessaire d'avoir une licence de société de gestion à demander auprès de l'organisme, l'autorité de régulation, donc par exemple l'AMF en France, si la société justement elle est basée dans ce pays-là. Et pour les ETP, donc ça va dépendre des pays européens. Je vais prendre l'exemple de 21 Shares en Suisse. Donc il y a bien évidemment des audits de la part sur 21 Shares par des sociétés externes. Et pour 21 Shares, en fait, c'est les cotations qui sont réglementées par l'enregistrement de son ou ses prospectus. Et donc en fait, chaque cotation des ETP dans l'Union européenne, elle se fait conformément à ce prospectus de base qui est disponible en ligne, qui a été approuvé par l'autorité suédoise de surveillance financière, mais également justement il a été transmis à la bourse suisse. Et donc c'est une autorité compétente. Et donc après, justement, on va pouvoir passeporter ces produits-là justement vers d'autres pays membres de l'espace économique européen. Et c'est pour ça que nous, on est passeporté dans à peu près 25 pays, donc soit la France, la Belgique justement. Et donc un investisseur peut investir sur ces produits-là. Donc c'est un peu comment fonctionne cela. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une licence de société de gestion, puisque c'est uniquement des trackers passifs et c'est des produits qui sont émis justement par une entité 21 Shares. Mais par contre, le prospectus de base doit être absolument approuvé par la bourse et, dans notre cas, justement, l'autorité suédoise de surveillance financière. Ok, très bien. Et alors, question suivante, qu'est-ce qui se passe en cas de faillite du gérant? Donc dans ton cas de 21 Shares, où tu vois sur les ETF, parfois on se pose la question, si Amundi, si BlackRock, si Xtrackers fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Dans ma conception, c'est juste un gestionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, ben, les actifs sont toujours là, et c'est ça qui fait aussi la force de ces actifs-là. Et alors, le gestionnaire sera remplacé par un autre. Est-ce que c'est un petit peu le même raisonnement sur un ETP?
Alors, je vais prendre celui de 21 Shares parce que je ne peux pas parler au nom de tous les émetteurs en Europe. Je ne connais pas les prospectus exacts de chacun. Mais globalement, c'est un peu ça. 21 Shares va émettre justement des ETP via un SPV. Et donc, si un jour 21 Shares, donc c'est son seul but, si un jour 21 Shares est déclaré en faillite, au sens d'un article du code suisse des obligations et de la loi suisse, en fait, tous les produits, ils deviendront immédiatement remboursables sans autre action ou formalité. Et donc 21 Shares va notifier sans délai à l'agent de garantie, donc le collateral agent, la survenance d'un cas d'insolvabilité. Et donc comme tous les ETP dans le cas de 21 Shares sont 100% collatéralisés, les investisseurs ils vont être prioritaires sur le collatéral. Et donc l'ensemble des produits seront soit rachetés par un autre émetteur, soit les produits donc seront terminés et une valeur de rachat sera donnée. Mais comme c'est des produits qui sont 100% collatéralisés, il y aura justement la valeur à l'instant T justement où le produit est décidé d'être terminé. Donc en fait, le risque de contrepartie est très limité, puisque le seul but de 21 Shares, c'est d'émettre des produits financiers qui sont 100% collatéralisés, ce qui fait que en cas de défaut de 21 Shares, les produits continueront toujours à exister, que ce soit avec un autre émetteur, ou bien seront terminés, et à ce moment-là, il y aura une valeur de rachat donnée, et les investisseurs pourront récupérer justement en argent fiduciaire la valeur à l'instant justement de la fermeture du produit. Si j'essaie un peu de faire une petite comparaison avec peut-être une alternative, c'est-à-dire investir en crypto en direct, quelles sont un peu les différences? Est-ce que lorsqu'on achète une part de TP, est-ce que par exemple il y a du stacking, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, qui sont des revenus qui peuvent être obtenus si on a les cryptos en direct? Est-ce que c'est le cas aussi sur les ETP? Pour moi, je trouve que les ETP, bah, c'est très facile, hein. C'est en fait un ordre de bourse comme pour acheter n'importe quel actif coté en bourse. Le niveau de frais, même s'il est plus élevé que sur les ETF, bah, ça reste quand même faible compte tenu aussi de la volatilité et du potentiel qu'ont ces actifs-là. Ouais, est-ce que du coup, on a du stacking sur tous les tokens via un ETP? Alors, le staking, c'est quelque chose où on a été les pionniers à le mettre en place, par exemple, sur un ETP sur Solana, qu'on propose depuis plusieurs années. Le staking, c'est littéralement de faire travailler ces tokens et donc de valider des transactions et donc de sécuriser le réseau. Et comme tout travail mérite salaire, en contrepartie, on va recevoir des rendements issus du staking qui vont varier en fonction de la blockchain et qui vont varier justement en fonction de l'utilisation du réseau, s'il y a peut-être plus de validateurs, moins de transactions, etc. Et donc ça va faire varier ce rendement issu du staking. Et donc pour 21 Shares, on propose sur 14 ETP, sur les 46 qu'on propose. Et donc ces rendements issus du staking vont être réinvestis tous les jours dans la part de l'ETP. Si bien qu'en fait, on a la performance de l'ETP, c'est la performance du sous-jacent hausse comme baisse, mais en plus, on a un rendement qui est flexible, issu du staking, qui va être réinvesti dans les parts de l'ETP. Donc ça permet à une personne qui veut faire du staking sur Ethereum, Solana, sur Sui, et qui n'a pas forcément soit les fonds nécessaires, parce que sur Ethereum, c'est 32 Ethers actuellement, donc c'est à peu près autour des 60-70 000 euros. Soit, et ben justement, avec un ETP, il va pouvoir le faire, et tout ça avec un ETP qui va lui coûter une part entre 25 et 30 euros à peu près. Donc c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant pour un particulier d'avoir à la fois la sécurité de grade institutionnel via les dépositaires, et en plus, techniquement, ce rendement issu du staking qui va potentiellement gommer les frais de gestion, voire même apporter une petite surperformance par rapport au sous-jacent. Parce que forcément, il y a des intérêts composés qui courent, et donc quand on a du Solana où il y a entre 5 et 8% qui sont reversés chaque année, ça gomme les frais de gestion, et en plus, forcément, ça va rouler, 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 au bout de quelques années, il va y avoir un écart de performance assez conséquent. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un aspect, je veux pas dire essentiel, hein, mais c'est un aspect important, en fait. C'est que tes frais de gestion peuvent être gommés, en fait, par un petit peu comme l'équivalent sur un ETF des prêts de titres, mais qui rapportent très peu. Ici, on est quand même sur un stacking qui rapporte sensiblement plus, quoi. Oui, alors il faut bien faire la différence entre le lending, qui est le prêt de titre, et le staking. C'est-à-dire que dans le staking, en fait, les cryptos ne quittent jamais le cold wallet. Alors que dans le lending, justement, on va les prêter comme un prêt de titre, et donc là, on peut avoir un problème si la contrepartie ne nous le rend pas. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est juste donner un travail, mais c'est un peu un travail, comment on pourrait dire ça, c'est un travail à la maison,
Donc il ne quitte jamais ce cold wallet et en même temps il travaille en home office et il récupère justement des rendements qui réinvestissent dans l'épargne de l'ETP. Et cette différence, elle est quand même assez fondamentale. Nous, on ne fait pas du tout de lending. C'est quelque chose qu'on a changé. Et donc on fait uniquement du staking quand c'est possible, mais forcément ça va dépendre du sous-jacent, ça va dépendre de la taille du produit, ça va dépendre des créations-rédemptions qu'on a vues sur ces dernières semaines, puisqu'on ne va pas pouvoir staker 100% de l'encours, on va staker une partie, tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle une unbounding période. C'est quelque chose qui est spécifique justement au blockchain proof of stake comme Solana, Ethereum suit, qui fait qu'en fait, c'est un peu comme un phénomène de boîte de nuit. C'est on veut rentrer, valider des transactions dans la boîte de nuit. On aimerait, mais sauf qu'en fait, il y a un videur et on attend dehors. Et pour Ethereum, par exemple, on peut attendre environ aujourd'hui une dizaine de jours avant de rentrer dans la boîte de nuit. Et c'est pareil, le même phénomène si on veut sortir de la boîte de nuit, on va devoir attendre une dizaine de jours à peu près. Donc ce qui fait qu'un investisseur qui fait du staking de lui-même de son côté va devoir mettre 32 Ethers, donc 60-70 000 euros au cours d'aujourd'hui, mais par contre va être incapable de sortir de sa position pendant 20 jours. Là où avec les ETP, vu qu'on va staker une partie, entre 50 et 60% à peu près aujourd'hui sur notre produit sur Ethereum, qui fait à peu près 400 millions d'encours, et ben, l'investisseur va pouvoir bénéficier du staking chaque jour et sortir quand la bourse est ouverte. C'est-à-dire que si lundi il rentre, il bénéficiera du staking le lundi soir et il pourra sortir le mardi matin. Tout comme il peut rentrer lundi midi et repartir lundi après-midi, mais il n'aura pas forcément le rendement issu du staking qui sera donné. Alors évidemment, c'est des petits montants quand on parle de 3% de rendement pour Ethereum. Sur un jour, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, c'est quelque chose qui va gommer ses frais de gestion, voire même apporter une surperformance par rapport à ça. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Ok, mais donc en fait, on a sur les ETP la flexibilité, la facilité, la gestion passive qu'on a sur les ETF en fait. C'est un petit peu ce que les gens vont rechercher. C'est j'achète un actif qui ici n'est pas diversifié, même si je pense que tu as mentionné qu'il y a certains ETP qui sont des paniers de crypto, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que je trouve ça aussi potentiellement intéressant. Il y a également des paniers. C'est là où 21 Shares a été également des pionniers, puisque via en fait un clic, on va avoir une exposition à par exemple 80% du marché. Donc on va avoir des top 10, des top 21, des top 5, qui soient basés en fonction de la capitalisation de marché, qui soient équipondérés. Et donc 21 Shares, ça a été les premiers à en lancer au monde, donc en 2018, avec un panier qui s'appelait le HODL, HODL, qui veut dire Hold on to your dear life. Et en fait, les paniers, c'est quelque chose qu'on a en Europe et qui n'existe pour le moment pas aux États-Unis, en version ETF type américaine à ce jour. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une exposition à une grosse majorité du marché crypto en un clic. Donc c'est vraiment le côté extrêmement simplifié. C'est comme un ETF globalement MSCI World, c'est qu'on veut s'exposer à une grosse partie du marché. Et donc on va via un ETP qui va être basé sur la capitalisation de marché, avoir son exposition à de nombreux sous-jacents, que ce soit un top 10, un top 21, un top 50. Et donc ça c'est un vrai plus avec les ETP quand on ne veut pas forcément choisir tel et tel crypto-actif, on va pouvoir prendre un panier. Ok, bah parfait, ça fait pas mal d'avantages. Moi, je trouve ça vraiment bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter sur l'aspect ETP crypto? Je pense que vraiment, un avantage de plus, quelques avantages de plus, je dirais que c'est le minimum d'achat. C'est que certains ETP sur Bitcoin sont à 20 euros, donc on peut imaginer qu'un particulier décide de placer une toute petite partie de son patrimoine, c'est ce qui est recommandé, justement dans du Bitcoin, via un ETP. Et donc il peut le faire en mettant 20 euros via son compte d'investissement chaque mois. Et ça suffit amplement pour que lui soit diversifié dans son patrimoine. Donc il ne faut pas être une grande fortune pour accéder à ces ETP-là. N'importe qui, sous couvert d'avoir une vingtaine d'euros, peut accéder à ces produits-là et avoir justement toute la gestion institutionnelle derrière, que ce soit avec l'émetteur, que ce soit avec les participants autorisés, les teneurs de marché, que ce soit avec les dépositaires, et d'avoir justement une gestion de grade institutionnel en investissement uniquement 20 euros, là où ce serait complètement différent si on avait soit un ledger, soit justement un achat en direct fait via un prestataire de services en actifs numériques. Ok.
Ok, parfait. Ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est que sur votre site, vous mettez toute une série de matériel éducatif, on va dire, sur l'investissement en crypto et en ETP, que je trouvais assez sympa. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. Mais j'aimerais compléter, peut-être en sortant un tout petit peu de la crypto maintenant, mais pour que ceux qui nous suivent aient une vue claire et une compréhension claire entre ETP, ETF, ETN, ETC. C'est un petit peu une soupe de lettres qui n'est pas toujours facile à comprendre et j'aimerais que tu puisses un peu me donner aussi tes lumières là-dessus. Moi, je vois le truc en me disant les ETP, c'est le nom générique pour toute la famille. Et dans les ETP, tu as de l'ETF, qui est donc un fonds diversifié d'actions ou d'obligations. Tu as des ETC qui sont donc sur les commodities, les matières premières. Ça peut être l'or, ça peut être l'argent, ça peut être le palladium, etc. Ça peut être le pétrole. Et puis tu as les ETN qui sont typiquement alors sur les cryptos, mais qui font partie de la famille des ETP. Est-ce que c'est un peu correct ça comme manière de voir les choses? Non, c'est très bien résumé. Je pense pas que j'ai quelque chose de plus à ajouter. Forcément, comme je le disais, la crypto ne rentrera pas dans les ETF, puisqu'ils sont soumis justement à la réglementation UCITS. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir les retrouver soit en ETN, soit en ETC. Et donc chaque juridiction, donc chaque pays va un peu différer dans son appellation, ce qui fait que pour un particulier, ça peut être un jargon compliqué. Après, peut-être que je peux rajouter un petit peu au niveau ETF, donc c'est un Exchange Traded Fund. Un ETC, ça va être un Exchange Traded Commodities, donc tout ce qui est métaux précieux, matières premières que tu as mentionné. On peut mettre aussi de la crypto dans certaines juridictions dans les ETC. Et puis les ETN, les Exchange Traded Notes, qui eux, justement, sont des produits qui ne sont pas forcément 100% collatéralisés. Ce qui fait qu'en cas de risque, il peut y avoir un risque de défaut de la contrepartie, qui est souvent une banque. Et donc si la banque fait défaut, ce produit peut valoir zéro. Et donc je pense que c'est très important de regarder un petit peu si est-ce qu'il y a qui est la contrepartie derrière, quelle est la solidité de cette contrepartie, et puis au niveau de la crypto, est-ce que c'est bien 100% physically backed. Ok, ça c'est un point important parce que pour moi, cette notion de collatéralisation, elle n'est pas toujours tout à fait claire. Pour moi, à partir du moment où ton produit est, comme il dit sur les sites, physically backed, ça veut dire qu'il y a les actifs à un pour un dans le TP. Et donc, je vois pas trop, en fait, concrètement, déjà, est-ce qu'il y a des actifs qui sont pas collatéralisés? Je vois pas, en fait, où est le risque, parce que pour moi, tu as le risque si tu as un ETN sur un SPV ou une structure qui aurait de l'endettement, par exemple, parce que du coup, tu viens peut-être en deuxième position. Mais quand tu as un ETN sur une entité qui ne fait que détenir des bitcoins, qui a zéro dette et qui a aucun autre engagement par ailleurs, j'ai un petit peu du mal à me conceptualiser où est le risque en fait et qu'est-ce qu'on entend par collatéraliser ou pas. Pour moi, économiquement, il sait entre guillemets rien se passer. Mhm. Bah, c'est qu'en fait, d'un côté, les ETC, donc les Exchange Traded Commodities, ils vont toujours être collatéralisés. Donc, c'est-à-dire adossés à des actifs qui soient physiques ou même des dérivés, ce qui limite le risque en cas de faillite de l'émetteur. Et les ETN, donc les Exchange Traded Notes, à l'inverse, en fait, ils sont généralement des titres de dette non garantis, donc exposés au risque de l'émetteur, par exemple une banque. Mais cependant, comme tu l'as dit, il y a certains ETN, notamment dans le secteur des cryptoactifs, selon la juridiction, qui vont se présenter comme physically backed, donc ils vont détenir réellement les actifs sous-jacents, à un pour un, chez un dépositaire justement indépendant. Et donc dans ce cas, le risque de l'investisseur, il est réduit, puisqu'il y a un collatéral qui est tangible, et donc ça signifie que chaque part de l'ETN correspond à une fraction réelle de l'actif détenu. Mais malgré cela, par définition, la majorité des ETN ne sont pas collatéralisés. Donc c'est pour ça que c'est très important de lire la documentation du produit avant d'investir et de regarder la méthode de réplication, qu'elle soit physique, qu'elle soit synthétique, puisque comme je l'ai dit, la collatéralisation elle sera systématique pour les ETC, mais seulement optionnelle pour les ETN. Ok, mais peut-être sans citer de nom ou quoi, mais qu'est-ce que moi je ne vois pas en fait d'ETN dans lequel tu aurais un. Je vois pas vraiment où est le risque en fait. Tu vois, tu achèterais quel type de TN que tu devrais vérifier, dont tu devrais vérifier le contenu
Parce que du coup, ça rajoute une complexité. Et pour moi, comme je dis, tu investis dans un ETN, il y a les actifs qui sont détenus. Qu'est-ce qui peut, j'ai presque envie de dire, où serait parti mon argent si, dans quel cas ça peut mal tourner en fait. Si j'ai investi 1000, pourquoi est-ce qu'il pourrait n'y avoir que 500 dans la valeur de contrepartie? Bah, je pense qu'il faut voir carrément dans le prospectus, même si c'est 100% physically backed, justement sur de la crypto pour un ETN, est-ce que l'émetteur justement de cet ETN fait le même processus que pour un ETC, c'est-à-dire donne vraiment 100% de la valeur, ou justement ne prend pas une part. Ça, il faut regarder justement avec chaque émetteur. Mais par exemple, un ETN, si on sort un peu de la crypto, un ETN qui est sur une matière première, et donc qui ne la détient pas, ou peut-être c'est un peu vu comme un produit structuré, et ben si cette contrepartie qui est une banque fait défaut, en fait cette ETN peut valoir zéro. Alors elle peut le collatéraliser, elle peut faire un swap, mais peut-être pas à 100%. Et pourquoi? Ok. Est-ce que tu sais dans quel cas ça pourrait pas l'être? Parce que son métier, c'est comme ça. C'est on lui confie de l'argent pour investir dans la matière première en question. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'investirait pas à 100%? Parce que forcément, faire un swap, faire du physically back, ça coûte cher. Et donc, globalement, c'est un gage de sécurité et de garantie d'avoir exactement, et là on est sûr d'avoir la même performance en termes de l'actif sous-jacent par rapport à l'ETP ou l'ETN. Mais par contre, si justement on a une collatéralisation qui n'est pas à 100%, eh ben, il peut y avoir justement un tracking error entre l'indice qu'on cherche à suivre via l'ETN et la contrepartie qu'on a. Pardon. Serait une espèce de reflet, pardon, des frais de stockage, des frais de transaction, de la difficulté d'accès à l'actif en fait. C'est ça, généralement, c'est ce pourquoi ils sont utilisés. Parce que déjà, de un, ils ne rentrent pas dans la partie diversification, transparence des ETF UCITS. Et donc, c'est plus parce que c'est quelque chose de très compliqué à atteindre, un peu complexe à créer. Et donc, c'est quelque chose qui a perdu énormément en intérêt après la crise de 2008, puisqu'en fait, on a certes une banque qui est derrière, mais si la banque fait défaut, si le produit n'est pas bien collatéralisé, le produit vaut zéro. Ok, donc en fait, pour les particuliers qui nous suivent, ce qui est important, c'est de regarder est-ce que c'est collateralized, comme on va souvent le voir sur les sites, ou physically backed. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux termes, on va dire, se valent? Oui, je pense ils se valent. Je pense que le plus important, c'est le chiffre devant qu'il faut donner, le 100% collatéralisé. Donc c'est ce qui fait que tu es sûr d'avoir la même performance entre l'ETP et le sous-jacent. Parce que si c'est physically backed mais qu'il n'y a que 50%, c'est là où tu peux justement avoir des risques. Donc c'est vraiment le 100% qui doit être vraiment regardé avec la plus grande des attentions. Alors peut-être pour clôturer l'échange, est-ce que on peut reparler un petit peu de la législation et comprendre en fait pourquoi est-ce qu'aux États-Unis ils ont un ETF Bitcoin et pourquoi est-ce qu'en fait en Europe on peut pas appeler ça un ETF Bitcoin et qu'on doit rentrer dans cette terminologie ETP, ETN, etc. Mhm. Alors, les États-Unis, donc comme je disais au début, ont lancé des ETF spot Bitcoin au début d'année, mais en Europe, on n'aura pas encore justement un ETF Bitcoin. Par contre, on a les ETP dont on a longuement parlé durant cet échange. Donc, pourquoi on n'aura pas d'ETF Bitcoin en Europe avant quelques mois, voire quelques années? Tout simplement parce que en Europe, qui dit ETF dit forcément réglementation UCITS slash OPCVM. Donc, qu'est-ce que ça implique UCITS? C'est que quand on a un ETF UCITS, c'est un fonds indiciel qui est coté, qui va respecter ce cadre réglementaire, qui va garantir une protection élevée au niveau des investisseurs. Et donc, il y a plusieurs termes, plusieurs principaux qui sont requis. Ça doit d'abord investir dans des actifs financiers liquides, des actions, des obligations, des instruments de marché monétaire qui sont reconnus par l'ESMA, là où aujourd'hui la crypto n'est pas dans cette catégorie-là. Il y a des règles de diversification qui sont strictes, avec un maximum de 10% par constituant. Donc quand on a un panier, on a 60-65% de Bitcoin, ça peut être compliqué de le faire valoir comme étant UCITS. Mais il y a aussi ces règles de transparence, puisqu'on peut regarder quels sont les constituants des différents fonds ETF UCITS. Sur la crypto, la transparence, c'est un peu le maître mot de la crypto. Mais aujourd'hui, donc ces cryptos ne sont pas éligibles aux ETF UCITS. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'il y a
Et enfin, les deux dernières choses, c'est qu'on a à la fois les actifs du fonds qui doivent être conservés par un dépositaire indépendant, distinct de la société de gestion pour protéger les investisseurs en cas de faillite de ces dernières. C'est quelque chose qu'on fait avec les ETP. Et puis il y a une dernière notion qui est aussi faite avec les ETP crypto, c'est qu'il faut fournir un DICI, donc il y a un document d'information clé pour l'investisseur ou un KID justement en anglais. Et ça c'est important. Et donc c'est pour cela qu'en Europe, on n'a pas justement d'ETF UCITS sur du Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de produit. On en a longuement parlé aujourd'hui. On a ces ETP qui existent. C'est très important de les prendre 100% collatéralisés. On a vraiment une myriade, c'est-à-dire qu'on en a 188 à ce jour en Europe, là où les Américains aujourd'hui ont que du Bitcoin et que de l'Ether. L'Europe a énormément d'avance, mais par contre il y a un gros travail à faire sur l'éducation financière, et donc c'est pour ça que j'étais super content qu'on en parle longuement aujourd'hui. Bah écoute, en tout cas c'était très intéressant. Je pense que c'est une classe d'actifs, si on peut dire, ou un type d'investissement qui est encore peu connu, mais qui a vraiment sa place dans un portefeuille de placement pour tous les avantages qu'on a cités. En tout cas, je te remercie pour cet échange très ouvert et très intéressant, très enrichissant. Et si les abonnés qui nous suivent ont des questions supplémentaires, on sera au taquet pour y répondre dans les commentaires. Et voilà, encore un grand merci Quentin, merci à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur éducation finance. Ciao! Merci Christophe.